Faut-il continuer de tenter de parler justement avec Vladimir Poutine? C'est une des questions que pose votre livre, Pierre Azan. Merci à vous d'être avec nous. Négocier avec le diable, la médiation dans les conflits armés, c'est publié chez Textuel. Pierre Azan, vous êtes ancien journaliste, conseiller et médiateur de paix. D'abord, pour vous, Vladimir Poutine est-il le diable et faut-il négocier avec lui? Écoutez, il y a des crimes de guerre, il y a une agression qui a été commise par la Russie, ordonnée par Poutine, et on a découvert déjà des preuves de crimes de guerre. La question, et puis la justice internationale va faire son travail, et même la justice nationale ukrainienne qui a déjà commencé à faire son travail, puisqu'elle a déjà commencé à juger un certain nombre de personnes. La question, c'est finalement, à un certain moment, et évidemment, ce n'est pas le moment, vous l'avez dit vous-même, on est dans un processus d'escalade aujourd'hui, extraordinairement inquiétant, avec un chantage nucléaire de la Russie, avec un processus de référendum fictif, avec une mobilisation partielle. Eh bien non, on n'est pas... Le sang va continuer à couler et de manière dramatique. Il se fait qu'un jour, il faudra bien, oui, négocier avec Poutine. On peut aussi observer que ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu un certain nombre d'accords. Le plus connu, c'est l'accord sur le blé, de blé ukrainien et russe pour l'exportation et pour éviter une famine. Donc le fait qu'une famine sera évitée dans certains pays d'Afrique, ça permet de sauver des milliers de vies. Donc en soi, c'est effectivement extraordinairement important et salutaire. Je rappelle que cet accord a été signé uniquement pour 120 jours. Donc il va bien falloir le prolonger. Renégocier ou le prolonger. Exactement. Alors, ce serait à ça donc que servirait de parler, de négocier avec le diable. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de se faire manipuler, hein? Vous le dites d'ailleurs, vous donnez l'exemple des accords de Munich en 1938. Terrible exemple. Exactement, vous avez entièrement raison et c'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit le livre. Si vous voulez, il y en a deux. La première, c'est le sentiment qu'on est face à des défis globaux. Vous avez cité le Covid, le changement climatique, etc. etc. Avec un leadership qui a changé. Hein. Vous l'expliquez aussi dans votre livre, la Pax Americana, avec justement le leadership des États-Unis, c'est terminé. On le voit à l'ONU cette semaine, il y a une contestation justement de l'Occident. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine en a fait son fer de lance, suivi également par la Chine. Il y a quelque chose qui a complètement changé. Exactement, on est dans un monde multipolaire avec énormément d'intervenants. Vous prenez le cas du conflit en Syrie, par exemple, et vous avez une centaine de groupes armés contre le gouvernement qui lui-même a ses propres milices, plus une dizaine de pays qui interviennent aussi militairement pour aider l'un ou l'autre. Donc on est dans des guerres civiles internationalisées, sans même parler du conflit conventionnel, cette fois-ci, entre la Russie et l'Ukraine. L'autre question sur laquelle vous mettiez le point très justement, c'est la responsabilité des médiateurs. Donc oui, il faut des processus de dialogue. Il ne faut pas fermer la porte. Je n'ai pas l'habitude de citer le pape, mais je vais le faire cette fois-ci, puisqu'il a dit il faut discuter avec les agresseurs, même quand ça pue. Effectivement, ça peut puer, mais ce qui est important, c'est de savoir quel objectif. Est-ce que oui ou non, ça va limiter les souffrances des populations? Alors vous dites être passé d'une éthique de conviction à une éthique de réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? De responsabilité. De responsabilité, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Écoutez, quand j'étais journaliste, eh bien, je voulais aller au plus près des faits et j'étais dans la cohérence de mon action. Il se fait que lorsque j'ai changé de position, lorsque j'ai commencé à travailler pour une organisation de médiation, je me trouvais dans la situation où il y avait différentes priorités qui étaient en tension. La volonté, évidemment, d'avancer dans un processus de paix, mais la volonté aussi qu'il y ait une justice qui soit rendue. Mais simplement, parfois, les deux peuvent être en tension à certains moments. Donc la question, c'est comment articuler. Et donc ça oblige à des compromis. Et c'est cette ligne de crête entre le compromis et la compromission. Là, il ne faut pas tomber. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Un des risques que vous soulignez, c'est que ces médiations, justement, en temps de conflit, on navigue parfois dans des zones grises, une ligne de crête, hein, comme vous dites, et qu'il ne faut pas glisser, vous venez de le dire, du compromis à la compromission. Et où est-ce qu'elle se trouve, la limite? Comment on sait, moralement, qu'il ne faut pas dépasser, justement, une certaine ligne rouge? Vous avez raison. On parle du brouillard de la guerre. On pourrait aussi parler du brouillard de la recherche de la paix. Et c'est parfois extraordinairement difficile de savoir où on met la limite. Lorsque vous avez des processus de nettoyage ethnique, pour utiliser un terme qui est vraiment dérangeant, des processus de déplacement forcé des populations, est-ce que vous devez, en tant que partie tierce, les accompagner pour les humaniser, sachant que c'est un crime de guerre ou pas? Voyez ce type de question
implique des réponses très contextuelles, très précises, pour savoir qu'on n'est pas le complice d'une politique criminelle, mais qu'on sauve des vies. Elle est où la boussole morale et comment on la définit justement? Je crois qu'on est dans des contextes qui n'arrêtent pas de bouger. Et donc ce qui est très important, c'est de pouvoir toujours réévaluer sa propre action. On est dans des conflits qui évoluent extraordinairement rapidement. Et c'est pour ça que la dimension contextuelle est si importante, de manière à pouvoir réévaluer, se dire, est-ce que encore aujourd'hui, j'ai choisi le moindre mal? Et comment on sait ça alors? Je crois que c'est important qu'il y ait une réflexion de groupe, que ce n'est pas une sorte de science infuse qui tombe du ciel. Non, je crois que c'est par des analyses extraordinairement précises, avec tous les éléments possibles, et par une libre conversation entre gens qui cherchent à faire le moins de mal possible, et si possible, un peu de bien. Je reviens à la guerre en Ukraine. Que faut-il faire maintenant? On le disait tout à l'heure, on voit un Vladimir Poutine jusque boutiste. Volodymyr Zelensky, vous le rappelez dans votre livre, lui n'a jamais lâché l'option des négociations, contrairement au Premier ministre polonais qui avait justement reproché à Emmanuel Macron d'être allé trop voir Vladimir Poutine tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en Ukraine, à votre avis, en termes de médiation? Écoutez, le sang va continuer à couler. Clairement, ce que les décisions qu'a pris le président russe indiquent une aggravation extraordinairement sensible. On est passé à un autre palier. Donc j'imagine que forcément, ça va amener une réaction des pays occidentaux. Donc je pense qu'il sera possible, du point de vue de la médiation, peut-être d'essayer de faire des choses petites mais significatives, des petits pas. Ça peut être des échanges de prisonniers, ça peut être l'accès à des populations assiégées, des choses comme ça. J'en mesure la limite, mais aussi j'en mesure l'importance. En attendant le jour où l'environnement sera enfin un peu différent et il y aura une ouverture, et alors on reviendra à ce que Zelensky n'a jamais arrêté de le dire, oui, un jour, il faudra bien une table et négocier autour d'elle.